Bonjour chers étudiants, nous allons commencer une nouvelle leçon intitulée l'anatomie dentaire. Donc voici l'objectif général, c'est d'étudier l'anatomie dentaire. L'objectif spécifique, à la fin de cette leçon, vous devrez être capable de définir la dent, d'énumérer les deux parties de la dent, de citer les deux parties de la cavité pulpaire, de citer les rapports sinusiens des molaires et prémolaires de l'arcade alvéolaire dentale supérieure, de nommer l'artère assurant la vascularisation artérielle de la dent, de donner le nom du nerf innervant les dents de l'arcade alvéolaire dentale inférieure. Afin d'atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera selon le plan que voici. Après le premier chapitre de généralité, nous allons successivement aborder l'anatomie descriptive, les rapports, la vascularisation, l'innervation. Avant de conclure, nous parlerons des moyens d'exploration et les applications cliniques. Conformément au plan annoncé, abordons la définition dans le premier sous-chapitre des généralités. Les dents sont des organes digestifs céphaliques vivants situés à l'entrée du tube digestif disposés sur les arcades alvéolaires dentaires. Nous retenons de cette définition organes digestifs céphaliques vivants, partie du tube digestif et les arcades alvéolaires dentaires. Donc voici la situation des dents chez cet enfant bouche ouverte. Ici nous avons la cavité orale et vous voyez les dents supérieures qui sont implantées dans les cavités qu'on appelle également des alvéoles. Donc ces alvéoles sont creusées dans les os ou dans les arcades situées dans l'os mandibulaire. Vous vous rappelez, ici dans l'os mandibulaire, en bas, qui constitue l'arcade alvéolo-dentaire inférieure et l'arcade alvéolo-dentaire supérieure. Donc ces deux arcades, l'arcade alvéolo-dentaire supérieure porte des dents supérieures et sont situées dans le processus alvéolaire des deux os maxillaires. Vous vous rappelez, quand on a vu l'os maxillaire, nous avons dit que l'os maxillaire présentait un prolongement qui constituait le processus alvéolaire. Donc, au sein de ce processus alvéolaire, prennent place les dents supérieures. Concernant l'arcade alvéolo-dentaire inférieure, cette arcade va porter les dents inférieures, ici au niveau du bord alvéolaire de la mandibule. Donc voici la situation des dents au sein de l'arcade alvéolaire dentale supérieure. On peut également dire dentale au lieu de dentaire. Normalement, le terme dental est plus approprié que dentaire. Donc l'arcade alvéolaire dentale supérieure était là, est ici, et l'arcade alvéolaire dentaire, donc les deux arcades alvéolaires dentaires ici sont recouvertes en avant par du tissu osseux. Du tissu osseux par l'épaisseur de la muqueuse qui se trouve ici. Donc la muqueuse qui se trouve là s'appelle ce qu'on appelle la gencive.
Ce que vous devez comprendre par rapport à la situation, c'est que l'arcade alvéolaire dentaire supérieure est décalée en dehors par rapport à l'arcade alvéolo-dentaire inférieure. Quand vous essayez de fermer la bouche, vous faites comme ça. Donc vous allez vous rendre compte que l'arcade alvéolaire dentaire supérieure est décalée par rapport à l'arcade alvéolaire dentaire inférieure. Essayez de voir sur vous-même, c'est plus pratique. Quand vous expérimentez comme ça vous permet de retenir l'information. Donc vous fermez la bouche. Donc il y a l'arcade alvéolaire dentaire supérieure qui dépasse. Donc l'arcade alvéolaire dentaire inférieure, c'est normal. Donc maintenant voici une vue inférieure. Nous avons vu l'os, ces deux os là. Ici nous avons le processus palatin des deux os maxillaires. Et en arrière, nous avons la lame ou le processus palatin des deux os palatins. Donc ce sont ces deux os là qui vont former le palais. Je vous ai dit, quand vous mettez le doigt dans la bouche, vous touchez à une structure dure qu'on appelle le palais. Vous regardez ici, là. Donc l'étendue du palais aussi est formée par l'os maxillaire que nous avons vu. C'est juste le quart ou bien un cinquième qui est constitué par l'os palatin. Et au niveau du bord inférieur, vous avez ces cavités-là qu'on appelle des alvéoles. Ce sont ces cavités qui reçoivent les dents supérieures. Quand vous regardez la forme de l'arcade ou la forme du palais, elle épouse la forme d'un arc parabolique ouvert vers l'arrière. Donc ici c'est la partie arrière, donc là. Ici vous avez la partie arrière ici. Donc cet arc parabolique est ouvert en arrière, dans un plan frontal. Donc, chez les patients édentés, c'est-à-dire en cas d'édentation, donc les patients qui n'ont plus de dents, vous avez un phénomène qu'on appelle la résorption des os alvéolaires et la disparition des cavités. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il n'y a plus de dents, qu'il n'y a plus ces dents-là, les cavités qui se trouvent au niveau de ces deux os se résorbent et les cavités finissent par disparaître. Donc vous retenez ça, en cas d'édentation, il y a la résorption de l'os alvéolaire et la disparition des cavités destinées à contenir des dents. Cette définition présente un intérêt qui va constituer le troisième sous-chapitre des généralités. Pourquoi vous enseignez plutôt l'anatomie dentaire? Parce que les dents jouent un rôle physiologique assez important. Ils vont jouer un rôle essentiel dans ce qu'on appelle la préhension et la mastication des aliments. C'est-à-dire quand on mange, il faut que les personnes édentées vont toujours avoir des maux de ventre parce qu'elles n'arrivent pas à mastiquer les aliments. Donc les dents vont servir de broyer, de déchiqueter les aliments. Ça c'est très important. Et ensuite, les dents participent également au phénomène d'élocution. Quand vous parlez, donc les dents vont aussi participer à la bonne articulation des mots. Les dents vont jouer un rôle dans la déglutition, c'est-à-dire d'avaler les aliments, et également dans l'esthétique du visage. Vous avez fait ce constat-là. Quand vous voyez une personne, même si la personne elle est belle, elle est jolie, si elle n'a pas de dents, ça va beaucoup altérer sa beauté, n'est-ce pas?
Donc les dents jouent ce rôle d'esthétique. Après, le deuxième intérêt de l'étude anatomique des dents, il est anatomique. Donc de par les nombreux rapports. Donc les dents vont contracter de nombreux rapports qui font l'intérêt de son étude. Et ces rapports sont très importants à connaître pour ceux qui vont intervenir dans les soins dentaires, notamment dans l'extraction, ce qu'on appelle les dentistes. Ils doivent savoir quels sont ces rapports. Quand un médecin veut extraire une dent, il doit parfaitement connaître les rapports et de tous les éléments qui sont en contact avec les dents. C'est très important. Après, l'autre intérêt, c'est ce qu'on appelle l'intérêt pathologique. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent affecter les dents. Parmi ces pathologies, nous avons ce qu'on appelle les caries dentaires. Vous avez tous entendu parler des caries dentaires, qu'on appelle l'idymie. Il y a aussi une pathologie qu'on appelle la pulpite. Il y a également l'abcès dentaire, les fêlures de la dent, c'est-à-dire la fracture de la dent, la parodontolyse, et il y en a plusieurs. Donc, chacune de ces pathologies nécessite une connaissance parfaite de l'anatomie de la dent. Et ces pathologies, dans quelques années, vous allez participer à la prise en charge de ces maladies-là, raison pour laquelle vous devrez connaître l'anatomie des dents. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces pathologies dentaires peuvent considérablement affecter la vie des patients. Donc, la connaissance profonde des structures et des fonctions des dents constitue la base de la prévention ou du traitement de ces maladies. Et cette recherche constitue un élément fondamental de l'activité médicale. Pour faciliter la compréhension de la leçon, nous allons faire un rappel embryologique dans le 4e sous-chapitre de généralité. Les dents sont d'origine dermo-épidermique, c'est-à-dire que les dents proviennent non seulement du derme, mais de l'épiderme. Donc nous allons à présent parler de la nomenclature ou des nomenclatures. La définition, ou du moins la dentition définitive, comporte 28 à 32 dents disposées de façon symétrique sur 4 hémi-arcades dentaires dans la cavité orale. Nous avons les deux incisives, une canine, deux prémolaires, donc deux prémolaires que nous voyons ici au niveau de l'arcade dentale inférieure, et 2 ou 3 molaires. Donc ici nous voyons une molaire. Plus en arrière, nous voyons la deuxième, et plus en arrière encore, nous voyons la troisième. Donc quand vous prenez une hémi-arcade, c'est-à-dire je fais comme ça, donc vous prenez comme ça, on ne voit pas bien la couleur là, ici, c'est ce qu'on appelle une hémi-arcade. Donc vous, comme ça, donc vous scindez chaque arcade en deux parties, donc vous aurez une hémi-arcade. Sur chaque hémi-arcade, nous avons 8 dents. Ces 8 dents sont les deux incisives que vous voyez là. Ensuite, vous avez une canine, vous avez 2 prémolaires et vous avez 2 ou 3 molaires. Donc, ça fait 8 dents sur chaque hémi-arcade. Par rapport à la nomenclature, nous retenons qu'il en existe 2 principales nomenclatures pour la désignation de la position des dents. Il y a la nomenclature
qui est la nomenclature usuelle, et il y a une autre nomenclature qui est la nomenclature internationale. C'est cette nomenclature internationale qu'il faudrait connaître. Parce que là, quand vous allez vous adresser, il y en a parmi vous qui vont travailler aux États-Unis, il y en a qui vont travailler en France. Là où vous voulez aller travailler, exercer la médecine, donc vous allez utiliser la terminologie internationale afin de vous faire comprendre par les autres collègues. Maintenant, concernant la nomenclature usuelle, cette nomenclature elle est dite physiologique, car elle désigne la dent par son nom, comme nous venons de faire, donc l'incisive, canine, prémolaire et molaire. Cette nomenclature usuelle désigne la dent par sa position. Donc, elle va préciser est-ce que la dent se trouve sur l'arcade dentale supérieure ou est-ce que la dent se trouve sur l'arcade dentale inférieure. Donc, c'est ce qu'on appelle la position de la dent. Position soit supérieure ou inférieure. Un autre principe de cette nomenclature usuelle, c'est de désigner la dent par sa latéralisation. Sa latéralisation droite ou la latéralisation gauche. Après, l'autre principe, c'est de désigner la dent par sa dentition temporaire, ce qu'on appelle la dentition lactéale chez l'enfant, ou par la dentition définitive. Chez nous, par exemple, nous tous, nous avons des dents définitives. Donc, vous retenez par rapport à la nomenclature usuelle, c'est différentes désignations, soit par le nom, soit par la position, soit par la latéralisation, ou soit par la dentition temporaire, ou par la dentition définitive. Quant à la nomenclature internationale, elle repose sur la répartition des arcades dentaires en 4 cadrans qui sont numérotés à leur tour. Donc cette nomenclature internationale fait une répartition des arcades dentaires en 4 cadrans et chaque cadran a un numéro. Donc voici les différents cadrans dans la nomenclature internationale. Nous avons le cadran supérieur droit, le cadran supérieur gauche, le cadran inférieur droit et le cadran inférieur gauche. Donc ce qui fait les 4 cadrans dans la nomenclature internationale. Donc voici une vue antérieure d'un génome bouche ouverte. Ici, vous voyez les 4 cadrans. Là, vous avez le cadran supérieur droit. Ici, nous avons le cadran supérieur gauche. En bas, nous avons le cadran inférieur gauche. Et là, nous avons le cadran inférieur droit. Ça, c'est le principe pour désigner les dents dans la nomenclature internationale. La première étape consiste à diviser d'abord les arcades dentaires en cadrans. Comme vous pouvez remarquer cela, l'arcade dentaire supérieure est divisée en 2 cadrans. Le cadran supérieur droit et le cadran supérieur gauche. Également, l'arcade dentaire inférieure est divisée en 2 cadrans. Vous avez le cadran inférieur gauche et là, vous avez le cadran inférieur droit. Ça, c'est le premier principe dans la nomenclature internationale. Ensuite, comment se fait la numérotation de ces cadrans? Donc, pour la numérotation des cadrans,
faudrait se situer, il faudrait préciser les cadres. Est-ce qu'il s'agit d'une dentition définitive, c'est-à-dire une dentition chez l'adulte, une personne qui a fini sa croissance, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une dentition lactéale chez les enfants, donc dentition temporaire? Donc il faudrait d'abord préciser ces deux types-là. Une fois que vous aurez précisé ces deux types, vous pouvez maintenant procéder à la numérotation des cadrans. En ce qui concerne la numérotation des cadrans dans la dentition définitive, comment elle se fait? Donc voici la numérotation des cadrans dans la dentition définitive. D'abord, chaque cadran est numéroté de 1 à 4. C'est ce que vous voyez ici. Donc vous avez ici la numérotation des cadrans. Vous avez ici le cadran numéro 1. Là, vous avez le cadran numéro 2. Ici, vous avez le cadran numéro 3. Et là, vous avez le cadran numéro 4. Donc, quand vous numérotez les cadrans selon le sens des aiguilles d'une montre, c'est très important de retenir ça. Le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, les cadrans sont numérotés 1, 2, 3, 4. Donc, après cette numérotation, chaque dent est numérotée au niveau de chaque cadran de 1 à 8 en allant d'avant en arrière. Pour comprendre cela, il est de vous un exemple. Voici ici le cadran qui est numéroté, cadran numéro 1. Maintenant, pour désigner la dent sur ce cadran, il faut d'abord numéroter les dents qui se trouvent d'avant en arrière. Ici, vous avez la partie antérieure qui est là. Donc, vous numérotez la dent ou bien les dents d'avant en arrière. C'est comme vous voyez là. Donc, vous voyez la flèche. Donc, les dents sont numérotées comme ça. D'avant en arrière. Avec cette méthode, donc vous avez ici la première dent qui est numérotée 1. Ensuite, vous avez la dent numéro 2, la 3, la 4, la 5, c'est-à-dire la dent numéro 5, la dent numéro 6, la dent numéro 7, et là vous avez la dent numéro 8. Est-ce que vous avez compris ce principe-là? D'abord, la première étape, c'est de numéroter les cadrans. Comme vous savez, chaque arcade alvéolaire est divisée en 2 demi-cadrans. Vous faites cette numérotation dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, ce qui fait que vous aurez le cadran numéro 1 quand on tient compte du sens de l'aiguille d'une montre. Ici, vous avez le cadran numéro 2. En bas, vous avez le cadran numéro 3. Et de l'autre côté, vous avez le cadran numéro 4. Si vous faites ce premier travail, le second consiste maintenant à numéroter les dents d'avant en arrière sur chaque demi-arcade, ou même dans chaque cadran. Après, comment vous allez désigner les dents? Donc, vous allez désigner les dents en juxtaposant les deux chiffres. D'abord, le numéro du cadran et ensuite le numéro de la dent. Ici, pour vérifier si vous avez compris ou pas, si j'entoure cette dent, est-ce que vous pouvez me dire quel est le numéro de cette dent? Comment? Cinquième dent. Non, est-ce que vous avez compris le principe? C'est douzième. Pourquoi vous avez dit que c'est la 12e dent? Pourquoi? Donc, si vous avez compris le principe,
C'est très bien. Donc ici, nous avons la dent numéro 15. Parce que le principe veut que d'abord, vous preniez le numéro du cadran et ensuite que vous juxtaposez le numéro de la dent. Donc ainsi ici, nous avons la dent numéro 5. Parce qu'il faut compter d'avant en arrière. Si on compte d'avant en arrière, nous avons ici la dent numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Donc nous connaissons déjà le numéro du cadran. Donc on met ici, donc le numéro du cadran c'est 1, donc on met 1. Et ensuite on juxtapose le numéro de la dent sur derrière le numéro du cadran. Donc ça fait la dent numéro 15. Là, si je vous demandais cette dent, elle correspond à la dent numéro combien? Numéro 26. Pourquoi numéro 26? Parce que vous avez pris le numéro du cadran. Donc c'est le deuxième cadran. La dent se trouve sur le deuxième cadran. Et ensuite vous avez compté la dent d'avant, les dents d'avant en arrière. Donc ici nous avons la dent numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le numéro du cadran c'est le numéro 2 et le numéro de la dent c'est la dent numéro 6. Donc nous aurons ici la dent numéro 26. Donc là nous aurons la dent numéro 26. Donc ici quand on descend dans le cadran numéro 3, donc j'insère la dernière dent qui se trouve au niveau de ce cadran. Cette dent correspond à quel numéro? Voilà, numéro 38. Pourquoi? D'abord, on prend le numéro du cadran qui est 3. Ensuite, on compte les dents d'avant en arrière. Donc, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, elle correspond bien à la dent numéro 38. Donc, si vous avez compris ce principe, vous n'aurez pas de problème à désigner la dent dans la nomenclature internationale. Ça, mais un élément très important à retenir, ce type de numérotation est utilisé dans la dentition définitive. C'est-à-dire si vous avez un patient adulte qui vient en consultation, donc vous utilisez ce principe de nomination-là. Donc ici, vous avez là un exemple ici. Donc vous avez le cadran supérieur, vous avez le cadran supérieur droit, le cadran supérieur gauche, le cadran inférieur gauche et le cadran inférieur droit. Donc chaque dent est numérotée, comme nous l'avons dit, de 1 à 8 au niveau de chaque cadran. Donc à l'intérieur d'un cadran, donc de l'avant en arrière. On désigne la dent par 2 chiffres juxtaposés, le numéro du cadran, puis le numéro de la dent sur le cadran. Ça, c'est le principe dans la dentition définitive. Donc, ainsi, quand on prend l'incisive centrale supérieure droite définitive, donc ici nous sommes dans le cadran supérieur droit et voici l'incisive centrale supérieure droite dans la nomenclature usuelle. Donc, si on applique le principe, cette dent correspond à la dent numéro 11 en nomenclature internationale. Parce que ici, nous avons le cadran numéro 1, là, nous avons le cadran numéro 2, ici, nous avons le cadran numéro 3, et là, nous avons le cadran numéro 5. Donc ça, c'est la numérotation du cadran.
Et ensuite, il faut numéroter les dents sur chaque cadran d'avant en arrière de 1 à 8. D'avant en arrière. Donc ça, c'est la première dent, la dent numéro 1. Donc ce qui fait que la dent qui est encerclée correspond à la dent numéro 11. Si nous encerclons cette dent, elle correspond à quelle dent? Donc à la dent numéro 21. Voilà. Donc vous avez compris le principe de numérotation dans la dentition définitive en nomenclature internationale. Maintenant, comment se fait la numérotation des cadrans dans la dentition lactéale, donc chez les enfants? La numérotation des cadrans dans la dentition lactéale, vous allez d'abord numéroter chaque cadran, donc chaque cadran de 5 à 8 dans le sens de l'aiguille d'une montre. Contrairement dans la dentition définitive où les cadrans sont numérotés de 1 à 4, dans la dentition lactéale, c'est-à-dire la dentition temporaire, les cadrans sont numérotés de 5 à 8. Donc vous avez ici le cadran numéro 5, le cadran numéro 6, le cadran numéro 7, le cadran numéro 8. Ensuite, on numérote chaque dent à l'intérieur de chaque cadran de 1 à 5 d'avant en arrière. Le principe ne change pas. Donc ici, dans ce cadran-là, numéroté 5, dans la dentition lactéale ou temporaire, on numérote les dents de 1 à 5. Comme il n'y a que 5 dents sur chaque hémi-arcade dentaire chez l'enfant. Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous appliquez le même principe pour chaque cadran. Vous numérotez les dents d'avant en arrière. Maintenant, pour désigner la dent, vous procédez de la même façon que dans la dentition permanente ou définitive. Vous prenez le numéro du cadran. Donc, on va faire un exemple. Là, j'ai choisi cette dent. Comment on la désigne dans la nomenclature internationale? Oui, je vous écoute. 84. Comment vous avez trouvé le 84? Vous avez choisi d'abord le numéro du cadran, qui est le numéro 8. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver 84? C'est la 5e dent ici. Donc c'est la 4e dent. Vous avez compté les dents qui se trouvent dans ce cadran-là. Là. Donc vous avez ce cadran qui est là. Vous avez numéroté les dents d'avant en arrière. Donc on va compter. Ici nous avons la dent numéro 1, la dent numéro 2, la dent numéro 3 et là nous avons la dent numéro 4. Donc le principe, on prend le numéro de la 4 qui est le numéro 8 et ensuite on juxtapose le numéro de la dent à côté. Donc du coup nous aurons la dent numéro 84. Donc c'est très important. Donc en examen, je peux vous donner cette comme ça sur un schéma qui montre. Donc comme ça, un schéma pareil et vous demandez de numéroter une dent choisie au hasard. Donc vous appliquez le principe pour trouver le numéro de la dent.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez compris le principe? Voilà. Donc maintenant, voici, nous sommes dans la dentition lactéale chez l'enfant. Donc le même principe, vous numérotez les cadrans dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ici, vous avez le cadran supérieur droit qui correspond au numéro 5. Le cadran supérieur gauche correspond au numéro 6. Le cadran inférieur gauche correspond au numéro 7. Et le cadran inférieur droit correspond au numéro 8. Vous faites ce premier travail. Le second, c'est de numéroter maintenant chaque dent de 1 à 5 à l'intérieur d'un cadran, en allant d'avant en arrière. Si nous comptons, nous aurons ici, dans le cadran inférieur droit qui correspond au cadran numéro 8, donc nous aurons ici la dent numéro 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. C'est pareil si nous comptons les dents dans ce cadran-là, le cadran supérieur droit, le cadran numéro 5. Nous avons ici la dent numéro 1, la dent numéro 2, la dent numéro 3, la dent numéro 4 et la dent numéro 5. Donc vous connaissez ce principe-là. Donc je vous demande maintenant ici, cette dent correspond à quel numéro selon vous? 60. Donc 72. Pourquoi? Parce que vous avez pris d'avoir le numéro du cadran. C'est le cadran numéro 7. Et ensuite, vous avez compté les dents qui se trouvent dans ce cadran-là, d'avant en arrière, ce qui fait effectivement, ici, nous avons ici la dent numéro 2 dans le cadran 7, donc c'est la dent numéro 72. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris le principe de numérotation dans les deux types de dentition, la dentition temporaire et la dentition définitive. Voilà, donc maintenant vous voyez ça là, donc ça c'est dans la nomenclature usuelle, donc les deux incisives, la canine et les deux prémolaires. Ici, vous avez les deux incisives, vous avez ici la canine, vous avez la première molaire et vous avez la deuxième molaire chez les enfants. Donc nous allons maintenant parler de la dentition. Donc il y a deux dentitions qui se succèdent chez l'homme. La première dentition est encore nommée la dentition lactéale, donc les dents de lait. La deuxième dentition correspond à la dentition permanente. Donc ces considérations générales vont nous permettre d'aborder le deuxième chapitre de la leçon dénommé la description. Pour mener à bien la description de la dent, nous allons procéder comme suit. Dans le premier sous-chapitre, nous parlerons de l'anatomie descriptive et dans le second, nous traiterons l'anatomie fonctionnelle. Pour la description morphologique, nous allons d'abord commencer par la morphologie externe d'une dent. Qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les différentes parties d'une dent qu'on voit de l'extérieur ou qui se présentent à l'extérieur d'une dent? Ici, nous avons une coupe schématique d'une dent et de son tissu de soutien. Quand on regarde cette coupe schématique, une dent présente trois parties. Il y a une partie qu'on appelle la couronne. Donc là, cette partie, on appelle la couronne.
cette partie qui est encerclée en vert. Ensuite, nous avons une zone rétrécie qui constitue ce qui est convenu d'appeler le collet. Et nous avons une partie qui est enfouie dans l'os, que ce soit l'os maxillaire en haut ou dans la mandibule. Cette partie constitue ce qu'on appelle les racines. Le nombre des racines est variable. Il peut y avoir une seule racine ou il peut y avoir plusieurs racines. Donc nous retenons qu'une dent présente 3 parties. La couronne, le collet, une ou plusieurs racines. Donc voici sur cette coupe schématique d'une dent et de son tissu de soutien. Nous avons la couronne. Ensuite, nous avons la partie rétrécie qui s'appelle le collet. Et nous avons les racines à ce niveau. Que nous avons dessiné au tableau. Nous allons donner plus de détails concernant la couronne. Toujours, il s'agit d'une coupe schématique d'une dent et de son tissu de soutien avec la partie supérieure qui est ici et la partie latérale à ce niveau. Donc voici la couronne. La couronne, c'est l'enveloppe externe de la dent. Sa coloration est blanche et la couronne est dure. On l'appelle également l'émail de la dent. Sous la couronne, nous avons ce qu'on appelle la dentine, que vous voyez ici. Donc voici la dentine qui se trouve sous la couronne ou sous l'émail. Cette dentine, regardez bien, circonscrit une chambre qui s'appelle la chambre pulpaire. Donc cette partie que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc on va utiliser une couleur. Donc là, donc la dentine circonscrit une chambre qui s'appelle la chambre pulpaire. Dans cette chambre, on trouve les vaisseaux et les nerfs de la dent. La couronne présente une face ou un bord, une face ou un bord qui est dite, s'il s'agit d'une face vestibulaire vers la cavité orale. Donc là, vous avez une face qui regarde vers l'intérieur de la cavité orale, c'est ce qu'on appelle la face vestibulaire. Vous avez aussi un bord qui est le bord palatin ou encore le bord lingual qui est dirigé vers la cavité orale.
cavité orale. Ensuite, vous avez un bord qui est le bord mésial ou médial. Vous vous rappelez de l'axe de symétrie du corps. Comme ça, si vous tracez l'axe de symétrie du corps, donc vous aurez cette ligne-là. Donc le bord de la dent qui se rapproche le plus de l'axe de symétrie s'appelle le bord mésial ou le bord médial. Si on prend l'exemple sur cette dent, comment vous la numérotez? C'est la dent numéro combien dans la nomenclature internationale? C'est la dent. Donc la dent numéro 11. Si on prend la dent numéro 11, donc voici le bord mésial ou le bord médial. Donc c'est le bord qui est le plus proche du plan médian. Inversement, vous avez de ce côté un autre bord, donc qui est plus loin du plan de symétrie du corps. Et ce bord s'appelle le bord latéral ou le bord distal à l'opposé du plan médian. Après, vous avez un bord qui est le bord occlusal. Donc ce bord occlusal répond aux dents antagonistes. Je vais vous montrer ça. Donc ici, c'est comme quand vous faites comme ça. Donc quand vous pincez les dents supérieures et les dents inférieures, ce sont les bords. Donc le bord occlusal de la dent supérieure touche au bord occlusal de la dent inférieure. Donc ce sont ces bords qui se touchent. Pour le bord vestibulaire, c'est vers le vestibule oral. Donc c'est là, hein. C'est ça ici, le bord vestibulaire. Et le bord palatain, c'est là. Donc il répond vers le palais. Je vous ai dit que le palais, c'est là. Quand vous mettez les doigts, vous touchez à une structure dure en haut de la bouche, on appelle le palais osseux. Donc, nous allons parler du collet, la deuxième partie de la dent. Comme je vous ai dit, la collée, c'est cette partie-là. C'est la partie rétrécie de la dent. Donc, vous voyez cette partie-là qui est rétrécie. C'est cette partie de la dent qui s'appelle le collet. Donc, du coup, le collet se trouve entre la couronne et la racine. Parlons à présent de la racine. La racine de la dent, c'est bien, chercher une couleur appropriée afin que vous puissiez bien voir. Donc là, c'est cette partie qui constitue la racine de la dent. Donc la racine correspond à l'enveloppe externe, encore appelée les séments. Donc voici l'autre racine de la dent. C'est l'enveloppe externe qui repose sur la dentine. Donc au centre de la racine, on trouve un canal.
Nous avons vu au niveau de la couronne, il y avait un canal qui est la cavité pulpaire. Là, à ce niveau, la cavité pulpaire. Au niveau de la racine, on a le prolongement de la cavité pulpaire qui correspond au canal radiculaire. À ce niveau, c'est ici le canal radiculaire. Donc le canal radiculaire, c'est encore les pédicules dentaires. C'est à ce niveau qu'on trouve les artères, les veines et les nerfs qui sont destinés à la dent. Ces éléments vont pénétrer par le sommet de la racine, que vous voyez à ce niveau. Comme vous pouvez constater cela sur la représentation schématique, la racine est enfouie dans les alvéoles, c'est-à-dire les tissus osseux, que ce soit les os maxillaires ou la mandibule, c'est la racine. Ça va, vous avez compris? Oh, arrêtez de jouer avec le téléphone. Donc là, la racine est enfouie dans les tissus osseux qui peut être les deux os maxillaires ou la mandibule. Donc là, cette liaison, ce qu'on appelle la gomphose, quand nous avons vu l'articulation, le système articulaire, ce qu'on appelle la gomphose. Donc l'articulation qui unit la dent avec l'os constitue ce qu'on appelle la gomphose. Au niveau de cette gomphose, il y a un ligament, c'est-à-dire qu'il y a du tissu fibré. Donc ce tissu fibré va relier la dent à l'alvéole. Donc là, vous allez avoir ici du tissu fibré qui relie la racine de la dent à l'alvéole. Il s'agit du ligament alvéolo-dentaire. Oui, donc c'est là le ligament alvéolo-dentaire. Voilà. Nous allons à présent parler de la morphologie interne de la dent. Comment se présente la dent vue de l'intérieur? Nous avons une cavité qui est la cavité centrale. Cette cavité centrale, qui est la cavité pulpaire, est formée de deux parties. Nous avons ce qu'on appelle le cavum dentaire ou encore la chambre pulpaire au niveau de la couronne, et nous avons le canal radiculaire au niveau de la racine de la dent, encore appelé le canal pulpaire. Donc ce canal pulpaire communique avec les restes de l'organisme par un orifice nommé le foramen apical, ici. Donc c'est par ce foramen apical que pénètrent les vaisseaux et les nerfs dans la dent. Donc au niveau de la cavité pulpaire,
ici. Nous avons du tissu conjonctif et nous avons également les vaisseaux et les nerfs. C'est la partie vivante et la partie sensible de la dent. Comprenez cela? Donc là, la cavité pulpaire est entourée par un tissu dur qui est minéralisé, ce qu'on appelle la dentine ou encore l'ivoire. Donc vous voyez cette partie-là. Donc la dentine est encore appelée l'ivoire. Nous allons à présent parler de la morphologie fonctionnelle. Du point de vue fonctionnel, la dent fait partie d'une unité fonctionnelle appelée l'odonton. Cette unité fonctionnelle qui s'appelle l'odonton est constituée par odonte ou encore l'émail ou la couronne plus la dentine et la cavité pulpaire. Ensuite, l'odonton est constitué par ce qu'on appelle le parodonte. Donc, le parodonte est constitué par les séments, l'os alvéolaire, la desmodonte et la gencive. Parlons à présent des rapports des dents. Les dents ne sont pas isolées au sein de la bouche. Elles contractent des rapports avec certaines structures nobles que nous allons étudier dans ce chapitre dénommé les rapports. Les rapports varient en effet. Ici, nous avons une vie latérale ou une vie sagittale qui nous montre les dents supérieures et les dents inférieures. Les molaires et les prémolaires de l'arcade dentale supérieure, vous le voyez ici, sont en rapport étroit avec une cavité que nous avons étudiée quand on a traité les os de la face. Donc il s'agit de cette cavité-là qui s'appelle les sinus maxillaires. Donc, nous avons vu qu'au sein de certains os de la face et du crâne, il y a des cavités. Donc c'est surtout la cavité qui se trouve au niveau des deux os maxillaires qui contractent des rapports très intimes avec les molaires et les prémolaires. Ces rapports expliquent la possibilité de migration d'une dent au sein de cette cavité-là lors de l'extraction dentaire. Donc, si le chirurgien dentiste veut enlever une dent carriée, la racine peut migrer, il peut extraire la dent, mais la racine peut migrer dans le sinus qui se trouve au niveau des deux os maxillaires et entraîner une sinusite chronique à répétition. Concernant les molaires et les prémolaires de l'arcade dentale inférieure, ici, ces molaires et ces prémolaires contractent un rapport intime
avec le canal mandibulaire que vous voyez ici. Donc au sein de l'os mandibulaire, nous avons un canal qui s'appelle le canal mandibulaire. Du coup, les molaires et les prémolaires contractent un rapport très étroit avec ce canal. Donc, nous allons continuer la leçon par la vascularisation. Donc, les dents sont des organes qui sont vascularisés. Nous allons étudier ces vaisseaux-là dans le 4e chapitre de la leçon dénommée la vascularisation. Ici, nous avons une vue latérale des artères du cou et de la tête. Est-ce que vous vous rappelez des artères qui naissent au niveau du tronc supra-aortique? Donc il y a des artères, il y a 3 artères qui naissent dans le cou qu'on appelle les troncs supra-aortiques. Parmi ces 3 artères, le premier tronc, c'est ce qu'on appelle le tronc artériel brachiocéphalique, ou tout simplement le tronc brachiocéphalique. Donc ce tronc naît directement de la partie horizontale de l'aorte. Il se divise en 2 branches. Une branche qui se dirige vers le bras droit, le membre supérieur droit, c'est l'artère subclavière droite, et une branche qui monte dans le cou. Celle-ci s'appelle l'artère carotide commune droite. Vous remarquez, l'artère carotide commune droite chemine dans la gaine vasculaire du cou, arrivée au niveau de la 4e vertèbre cervicale. L'artère carotide commune se divise en 2 branches. Il y a une branche qui est l'artère carotide externe. Donc l'artère carotide externe, pas que je me trompe là. Donc l'artère carotide externe, donc c'est cette branche-là, vous regardez bien, cette branche qui donne des branches collatérales au niveau du cou. Donc c'est cette branche-là, l'artère carotide externe, qui va assurer la vascularisation du cou et de la tête. La deuxième branche de division de la carotide commune, c'est l'artère carotide interne. Donc voici cette artère-là. Elle chemine dans le cou et elle pénètre dans la boîte crânienne pour assurer la vascularisation de l'encéphale. C'est très important. Cette branche appelée artère carotide interne ne donne aucune branche collatérale dans le cou. Vous voyez, pendant tout son trajet, elle ne donne aucune branche. Elle est destinée à une structure noble, l'encéphale. Donc c'est au niveau de la branche dite artère carotide externe que naît une branche qu'on appelle l'artère mandibulaire. Donc c'est l'artère mandibulaire ici qui naît de l'artère carotide externe qui va donner des branches collatérales. Et là, nous avons une artère qui est aussi l'artère maxillaire. Elle aussi, elle naît de l'artère carotide externe. Mais en général, la première branche collatérale de l'artère carotide externe, c'est l'artère thyroïdienne supérieure. Donc c'est elle qui constitue la première branche.
Donc après naissent les autres branches. En ce qui concerne les dents, donc les dents que nous avons nommées les incisives et les canines, donc les 3 premières dents sur chaque hémi-cadran, sont vascularisées par des branches qu'on appelle des artères alvéolaires supérieures et antérieures. Donc vous allez, je vais prendre ça, je vais prendre ce truc-là. Donc là, vous allez avoir des branches qui naissent de cette artère-là. Donc l'artère maxillaire, et l'artère maxillaire va donner des branches pour innerver les 3 premières dents sur l'arcade, qui sont les incisives et les canines. Donc ces artères qui naissent de l'artère maxillaire, qui sont en haut et en avant, ce sont les artères alvéolaires supérieures et antérieures. Donc on va dire que ce sont des artères alvéolaires supéro-antérieures. Ensuite, nous avons les dents, les molaires et les prémolaires. Donc les molaires et les prémolaires sont vascularisés également par des... Il faut que je prenne un truc plus simple. Donc par des artères qui naissent également de l'artère maxillaire. Donc ces branches sont nommées les artères alvéolaires supérieures et postérieures. Donc, artères alvéolaires supérieures et postérieures. Donc, ce sont ces artères-là qui vont vasculariser les molaires et les prémolaires. Ça, c'est les dents qui sont sur l'arcade alvéolo-dentale supérieure. Donc, c'est-à-dire les dents maxillaires. Au niveau des dents qui se trouvent ici, dans la mandibule, dans l'alvéole, le bord alvéolaire de la mandibule, qu'on appelle l'arcade dentale alvéolaire inférieure, ces dents sont vascularisées par l'artère alvéolaire inférieure. Donc l'artère alvéolaire inférieure constitue également une branche de l'artère maxillaire. Donc c'est cette branche de l'artère maxillaire, c'est-à-dire l'artère alvéolaire inférieure, qui prend en charge les dents qui se trouvent sur l'arcade alvéolo-dentaire inférieure. La remarque à ce niveau, c'est quoi? C'est que d'une manière générale, on peut dire que toutes les dents sont vascularisées par l'artère maxillaire. Seulement ce qui est difficile, on va dire, mais qui n'est même pas difficile, il faudrait juste retenir que l'artère maxillaire va donner deux types, mais deux groupes d'artères qui vont vasculariser les dents qui se trouvent sur l'arcade dentale supérieure. Donc les incisives et les canines sont vascularisées par les artères alvéolaires supérieures et antérieures. Comme ce sont des dents qui sont en position antérieure. Donc les dents qui sont plus à l'intérieur sont vascularisées par des artères alvéolo ou des artères alvéolaires supérieures et postérieures. Pour les dents inférieures, elles sont vascularisées également par une branche qui vient de l'artère maxillaire, c'est l'artère alvéolaire inférieure. Donc un test de connaissance, où se trouve l'artère maxillaire sur cette vue latérale? Si je vous pose la question, qui peut me montrer l'artère maxillaire sur cette vue-là?
la personne vient devant l'écran comme on est en train d'enregistrer. Donc vous allez faire le même geste que moi. Donc je vais vous montrer le curseur, vous montrer l'artère maxillaire où elle se trouve. Quelle branche correspond à l'artère maxillaire? Y a-t-il un volontaire? Soyez courageux, qui peut nous montrer l'artère maxillaire? Personne? Donc ici, voici l'artère maxillaire. Donc c'est cette branche-là qui est l'artère maxillaire qui va assurer la vascularisation des dents. Donc voici l'artère maxillaire. Voilà. Donc quelle est l'origine de l'artère maxillaire? Qui peut me dire quelle est l'origine de l'artère maxillaire? Où est-ce qu'elle naît? Comment? Elle naît de? Non, elle n'est pas de carotide commune parce que ici, vous voyez là, c'est ici, c'est cette portion-là qui est l'artère carotide commune. Est-ce que l'artère maxillaire naît de l'artère carotide commune? Nous avons vu que l'artère carotide commune s'est divisée en deux branches après un renflement qu'on appelle le sinus carotidien. Donc l'artère carotide commune, cette portion-là, va se diviser en deux artères. Qui peut nous dire quelle est l'origine de l'artère maxillaire? Donc cette information vous est passée inaperçue. J'ai dit que les deux branches, il y a une branche qui ne donne aucune branche collatérale dans le cou. C'est l'artère carotide interne. Donc c'est celle-là que vous voyez là. Elle se dirige pour entrer dans la boîte crânienne. Elle ne donne aucune branche dans le cou. Donc la deuxième branche qui est l'artère carotide externe, vous retenez ça une fois pour toutes. C'est la deuxième branche qui va donner toutes les branches collatérales qui vont assurer la vascularisation du cou, de la face et de la tête. C'est l'artère carotide externe. Donc c'est l'externe qui va donner les branches et plus précisément l'artère maxillaire. Voilà. Quel est le nom de l'artère fléchie? Regardez la figure et dites-moi s'il vous plaît quel est le nom de l'artère fléchie. Voilà, très bien, c'est l'artère carotide commune. Nous avons vu que l'artère carotide commune naissait du tronc, regardez bien, du tronc brachiocéphalique. Donc ce tronc-là naît directement, vous avez ici la l'équerre est là, vous avez ici l'aorte, je vais dessiner, donc vous avez ici l'aorte, donc vous avez l'aorte, la partie horizontale de l'aorte ici, donc je dessine là, donc ici vous avez la partie horizontale de l'aorte qui est la plus grosse artère de l'organisme, on la sectionne à ce niveau. Donc vous avez le premier tronc qui naît de la partie horizontale, c'est le tronc artériel brachiocéphalique, qui va se diviser pour donner une branche qui va vers le membre thoracique, qui est l'artère subclavière, en l'occurrence ici l'artère subclavière droite, et une branche qui monte dans le cou, qui est l'artère carotide commune. Quand on est à droite. Dans le 5e chapitre de la leçon, nous allons parler de l'innervation. Donc les dents sont
reliés au cerveau par l'intermédiaire des fils électriques qu'on appelle en anatomie les nerfs. Donc ce sont ces nerfs-là qui vont apporter au cerveau les informations des dents, et ce sont ces fibres-là qu'on appelle les nerfs qui vont envoyer des ordres venant du cerveau aux dents. Ce sont ces nerfs que nous allons étudier dans ce chapitre intitulé Innervation. Ici, nous avons une vue latérale droite qui nous montre le nerf trigéminal. Le nerf trigéminal, c'est la 5e paire crânienne. Voici son ganglion au niveau de la base du crâne, qu'on appelle les ganglions trigéminaux. De ce ganglion trigéminal partent 3 branches. Ici, nous avons le nerf ophtalmique qui est destiné à l'innervation de la partie supérieure de la face. Là, nous avons la 2e branche qui est le nerf maxillaire qui est destiné à l'innervation de la face, donc entre les 2 fentes, la fente palpébrale et la fente labiale, donc cette partie. Mais avant de sortir de l'os maxillaire, il va assurer l'innervation des dents maxillaires. La 3e branche du nerf trigéminal, c'est le nerf mandibulaire. Donc le nerf mandibulaire que vous voyez ici. Donc ce nerf mandibulaire va également participer à l'innervation des dents mandibulaires. Ici, nous avons, là, vous voyez ici, là, nous avons ici l'os maxillaire, et là, nous avons les alvéoles, on va dire les dents, on ne voit pas cette couleur-là, et on va prendre ça. Donc ici, nous voyons ici les dents, vous ne voyez pas non plus. Ouais, c'est le noir, c'est pas facile. Donc, ici, vous avez des dents ici, là. Vous ne voyez pas non plus. Donc là, vous avez des dents ici. Donc les 8 dents, ils se trouvent sur l'hémi-arcade dentale, supérieure gauche ou droite. Donc vous voyez du nerf, là, donc de la branche maxillaire, donc 5D, du nerf trigéminal. Donc avant la sortie du nerf maxillaire, il donne des branches qui se dirigent vers les dents. Donc les dents qui se trouvent sur l'arcade alvéolaire dentale supérieure sont innervées par des branches venant du nerf maxillaire. Donc voici le nerf maxillaire. Il donne des branches qui se dirigent vers les dents portées par l'arcade alvéolo-dentale supérieure. Il y a une loi qu'on appelle la loi de Hilton. Donc la loi de Hilton dit que les nerfs qui assurent la vascularisation d'une articulation assurent également les muscles qui passent au niveau de l'articulation, ainsi que la peau qui recouvre cette articulation. On peut appliquer la même loi ici. Donc ces branches qui naissent du nerf maxillaire vont aussi vasculariser la muqueuse autour des dents, ainsi que les os, l'os maxillaire lui-même.
Donc, en ce qui concerne les incisives et les canules et les canines, ces dents sont innervées par des branches qu'on appelle les branches alvéolaires supérieures et antérieures. C'est le même principe que la vascularisation. Donc en avant et en haut naissent ces branches-là, donc qui vont vers les incisives et les canines. Donc ces branches s'appellent les rameaux alvéolaires supérieurs. À l'arrière-fond de la bouche, nous avons les molaires et les prémolaires. Donc les molaires sont vascularisés par des rameaux postérieurs que vous voyez ici et supérieurs. Les prémolaires sont vascularisés par des rameaux supérieurs et moyens. En ce qui concerne les artères, on a juste parlé de deux groupes. Vous voyez ici là, les artères. Ce sont les artères alvéolaires supérieures et antérieures et les artères alvéolaires supérieures et postérieures. Pour les nerfs, il y a un groupe intermédiaire qui constitue les rameaux alvéolaires supérieurs et moyens pour les prémolaires. Donc c'est ça. Si vous faites cette comparaison, ça vous permet de retenir. Il y a une ressemblance entre la vascularisation et l'innervation. En ce qui concerne les dents qui sont sur l'arcade alvéolaire dentale inférieure ou dentaire inférieure, ces dents sont innervées par la troisième branche du nerf trigeminal. Si c'est le nerf mandibulaire, donc c'est le nerf mandibulaire qui descend pour donner d'abord un nerf qui est le nerf lingual pour la langue. Donc le nerf lingual va participer à la sensibilité de la langue. Ce n'est pas le nerf moteur. Le nerf moteur, c'est le nerf hypoglosse, la 12e paire crânienne. Ensuite, vous avez ici le nerf mentonnier, donc qui passe par le canal mandibulaire, et c'est le nerf mentonnier qui va donner des branches pour les dents de l'arcade dentale inférieure. Donc, vous retenez que ce sont les branches venant du nerf mandibulaire qui assurent l'innervation des dents des arcades dentales inférieures, c'est-à-dire des dents mandibulaires. C'est pas compliqué. Les dents qui sont portées par les deux os maxillaires sont innervées par le nerf maxillaire. Donc le nerf qui prend le même nom, le nom de l'os. Et les dents qui sont portées par la mandibule sont innervées par le nerf mandibulaire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est le principe. L'anatomie des dents connues, nous pouvons à présent aborder le chapitre dénommé exploration et application, tout en commençant par les moyens d'exploration. Donc pour explorer les dents, on réalise ce qu'on appelle l'examen clinique, et cet examen clinique comporte deux grands temps. On va rechercher deux types de signes, les signes fonctionnels, c'est-à-dire les signes, quand le malade vient en consultation, il va vous dire, docteur, je souffre de tant. Donc, ce qu'on appelle les signes fonctionnels. Donc, ces signes fonctionnels, après ces signes fonctionnels, il faudrait faire un examen de la bouche fermée et un examen de la bouche ouverte avant l'inspection des dents. Avant même de demander au patient d'ouvrir sa bouche, il faut examiner la position de la bouche. À
Après, il y a ce qu'on appelle les signes physiques. Ce sont des signes que vous allez récolter en examinant le malade. Donc là, les signes fonctionnels, l'examen de la bouche fermée. Donc voici la bouche qui est fermée. Donc au cours de l'examen, qu'est-ce que vous recherchez? La bouche fermée. Vous recherchez, est-ce qu'il y a une asymétrie? Donc là, si on prend ici, je prends ça. Donc ça, c'est l'axe de symétrie. C'est l'axe de symétrie du corps. La verticale abaissée depuis le sommet du crâne. Donc vous regardez, est-ce que la bouche, est-ce qu'elle est symétrique ou pas? Donc si elle n'est pas symétrique, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie faciale. Ou bien est-ce que même la face, est-ce qu'il y a une symétrie? Donc s'il y a une asymétrie, on parlera d'asymétrie faciale. Donc ça peut vous donner déjà une idée. Après, toujours la bouche fermée, vous recherchez la motricité faciale. Nous avons dit que les muscles de la face étaient innervés par la 7e paire crânienne qui est le nerf facial. Après, vous testez la sensibilité. Donc, vous testez la sensibilité soit en touchant au niveau de la face pour savoir est-ce qu'il y a le malade sent quand on le touche. Donc, sur le malade sent, ce qui veut dire que les branches que nous avons vues, les 3 branches du nerf trijumeau fonctionnent bien. Donc, après, vous examinez le patient bouche ouverte. Donc c'est là. Donc pour l'examen du patient bouche ouverte, avant d'inspecter les dents, donc vous regardez les vestibules. Donc le vestibule, c'est la partie qui est située en avant des arcades dentaires, à l'intérieur des joues, donc vous les inspectez. C'est très important. Donc ce qu'on appelle le vestibule de la bouche. Après, vous inspectez les arcades dentaires. D'abord, vous examinez l'arcade dentaire supérieure, la peau qui recouvre, et ensuite vous regardez l'arcade dentale inférieure avec les points inter-incisifs entre les incisives, vous les regardez également. Donc vous voyez s'il y a une asymétrie par rapport à tout ça. Ça c'est bien avant même d'examiner les dents. Donc après, vous regardez ce qu'on appelle la mobilité de la mandibule. Est-ce que le malade arrive à faire ça, à fermer et à ouvrir? Parce que nous avons vu que la mandibule était le seul os mobile. Donc il faut que le malade arrive à faire l'ouverture et la fermeture. Donc vous regardez ça avant même d'inspecter les dents. Après, vous regardez le mouvement de propulsion de la mandibule et le mouvement de déduction. Donc déduction comme ça, vers la gauche et vers la gauche et vers la droite. Ça c'est très important, ça va vous renseigner s'il n'y a pas un problème au niveau de l'articulation temporomandibulaire, là, entre l'os temporal et le processus coronoïde de la mandibule. Donc vous vérifiez également l'ouverture et la fermeture de la mandibule. L'ouverture comme ça et la fermeture. Tout ça pour vérifier l'articulation temporomandibulaire. Donc après l'examen de la bouche ouverte, donc vous allez utiliser ce qu'on appelle le miroir dentaire qui permet de voir la face interne de la joue. Donc la face interne de la joue, il y a un miroir qu'on appelle le miroir dentaire
Ce miroir dentaire permet aussi de voir le plancher buccal. Donc vous avez le palais ici, là, et vous avez le plancher. C'est comme le plancher de l'amphi là. Donc, et vous avez le toit de l'amphi, ça correspond au palais. Donc vous inspectez la mobilité linguale, c'est-à-dire la mobilité de la langue. Est-ce que la langue bouge dans la bouche? Donc de gauche à droite et de haut en bas. Donc le malade ouvre la bouche, vous lui demandez de mouvoir la langue. Après, vous faites aussi les études de la sensibilité linguale. Donc vous testez avec une aiguille ou bien avec un instrument approprié, vous touchez la langue, un instrument propre, pour voir est-ce que la sensibilité épicritique, il y a la sensibilité fine discriminative, est-ce que le malade se rend compte de tout ça? Et la sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire la sensibilité profonde de la langue, et thermo-algésique, donc la sensibilité de la langue à la douleur et à la chaleur. Donc vous testez tout ça. Donc après, vous allez inspecter les dents. Donc tout ce que vous allez faire, vous n'avez pas inspecté les dents, hein, c'était de voir les structures qui sont tout autour de la dent. Donc l'inspection de la dent recherchera des dents surnuméraires. Est-ce qu'il y a des dents supplémentaires? Nous avons vu qu'au niveau de chaque hémicadran, il y a 8 dents chez l'adulte et 5 dents chez l'enfant, dans des dentitions. Donc vous regardez, est-ce qu'il y a des dents supplémentaires qu'on appelle des dents surnuméraires, ou bien est-ce qu'il y a des dents manquantes? Est-ce qu'il y a des plaques dentaires? Est-ce qu'il y a des pertes de substance? Est-ce qu'il y a la vitalité de la dent? Donc des dents vivantes et des dents mortes. Donc vous examinez tout ça. Donc vous demanderez au malade s'il a une constriction permanente des mâchoires correspondant à une ankylose, une maladie qu'on appelle ankylose mandibulaire, s'il y a une constriction. Ou bien si le malade a un trismus, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les trismus. Donc le malade, il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Donc il n'arrive pas à faire comme ça. Donc les dents sont comme ça, ce qu'on appelle les trismus. C'est un signe. Donc est-ce qu'il y a une ou des douleurs au niveau de la face, des dents, de la muqueuse, des muscles, des glandes salivaires ou des sinus? Nous avons vu qu'il y avait des sinus au niveau des deux os maxillaires. Donc vous regardez également s'il y a des signes à ce niveau. Donc nous allons aborder dans la deuxième partie l'examen morphologique de la dent. Donc voici une radiographie de la dent qu'on appelle la radiographie panoramique ou encore orthopantomographie. Avec cette radiographie, il faudra savoir que c'est un complément essentiel de la médecine dentaire. Elle permet de mettre en évidence les lésions au niveau des dents et des tissus adjacents qui ne peuvent être décelés lors d'un examen clinique, notamment les débits de caries dentaires, les kystes au niveau des dents, les tumeurs, c'est-à-dire en cas de prolifération cellulaire maligne, et les abcès. Elle permet en outre de connaître l'emplacement exact des dents et leur développement, mais aussi d'évaluer la perte osseuse et l'état des gencives. Ces informations sont essentielles aussi bien pour établir ou confirmer un diagnostic ou pour planifier un traitement au plus juste. Donc vous retenez, quand vous recevez un malade pour des problèmes dentaires, après l'examen, vous demandez ce qu'on appelle la radiographie panoramique.
Donc, nous allons à présent parler des applications cliniques. Donc, voici la liste des principales maladies pouvant affecter les dents. Nous avons en liste de tête au Mali ce qu'on appelle les caries dentaires, les abcès dentaires, les abrasions dentaires, et je vous laisse lire la suite des maladies. Donc ici, nous avons une image de carie dentaire. Donc vous voyez une carie au niveau de cette dent et une carie au niveau de cette dent également. La carie dentaire correspond à la destruction progressive de l'émail ou encore de la couronne de la dent, plus la dentine, c'est-à-dire les tissus sous la couronne. Non traitée, la carie aboutit à une infection de la pile, qui est l'organe abritant les vaisseaux sanguins, le tissu conjonctif et les nerfs. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle la pulpite. Là, vous voyez ici la pulpite avec un miroir dentaire. Et là aussi, au niveau de cette dent, on a la pulpite. La pulpite, veut dire l'inflammation de la pile, qui représente le tissu mou se trouvant au centre de la dent et contenant ce qu'on appelle les nerfs. Ici, nous avons un abcès dentaire, dont une pulpite non traitée entraîne la formation d'un abcès au niveau de l'extrémité de la racine. C'est ce que nous voyons sur cette image. Là, nous avons ce qu'on appelle éruption dentaire et inclusion des dents de sagesse. Normalement, les premières dents de lait, qui sont au nombre de 20, comme nous l'avons vu, apparaissent à l'âge de 6 mois et disparaissent à partir de 6 ans, lorsque commence l'éruption de la denture permanente ou de la dentition définitive. Donc ici, nous avons l'inclusion des dents de sagesse. Là, nous avons le processus de formation d'une infection dentaire. Ici, vous voyez un aliment, une nourriture qui est incrustée entre la gencive et la couronne. Le brossage ne permet pas d'enlever cette nourriture et cela va entretenir des bactéries qui, à la longue, va aboutir à une destruction de l'émail et de la dentine. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle la fêlure ou la fracture de la dent. Donc il s'agit, en cas de fracture de la dent, il ne faut pas retarder la consultation. Le malade doit voir le plus rapidement possible les dentistes. Donc afin de voir quelles sont les solutions appropriées qu'il faudrait faire pour prendre en charge cette fracture dentaire. Donc pour conclure, l'anatomie dentaire constitue le prérequis pour la compréhension de la sémiologie de la pathologie dentaire. Elle constitue également un préalable pour l'interprétation correcte des examens morphologiques et la réalisation des examens des interventions chirurgicales. Je vous remercie de votre attention.